Bien. Donc, il nous reste à voir la partie peut-être la plus novatrice de Husserl, même si ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, en particulier sa théorie des moments et de la dépendance, est très novatrice déjà. Mais au sein de la philosophie de la perception, une chose très importante chez Husserl, qui va beaucoup changer la face de la manière dont on étudie la perception en philosophie et en psychologie, c'est de s'être intéressé non seulement à la description de ce qu'on perçoit, mais à la façon dont on le perçoit. Comment est-ce qu'on voit ce qu'on voit? Et c'est ce que Husserl va appeler le contenu perceptif. Vous qui avez lu Brentano, vous avez vu que Brentano parlait de contenu et d'objet de manière indiscernable. Il peut substituer l'un à l'autre, pour lui c'est pareil. Pour Husserl, et il marche ici sur les pas de Meinong, on n'en a pas parlé au sujet de Meinong et de Twardowski, un autre philosophe brentanien dont on n'a pas parlé, il y a une distinction entre l'objet de la perception et son contenu, et c'est ce qui nous reste à comprendre dans les 45 minutes qui nous restent. Donc j'ai commencé cette séance aujourd'hui en vous rappelant que Husserl était un réaliste direct. Ce qu'on voit, ce n'est pas quelque chose qui est entre nous et le monde extérieur. Le contenu perceptif, par conséquent, ça ne doit pas être conçu comme ce type d'intermédiaire entre nous et le monde extérieur. Le contenu, ce n'est pas ce qu'on voit sur la base duquel on inférerait le monde extérieur. Okay ? Le contenu, c'est ce, si vous voulez, en première approximation, c'est ce par quoi on voit, ce à travers quoi on voit. Donc pour Brentano, le schéma intentionnel, vous aviez des actes et vous aviez des objets, c'était son idée fondamentale, différents modes d'actes, puis différents objets, qui sont des choses. Mais pour pour Husserl, le schéma intentionnel est plus complexe. Vous avez l'acte, vous avez l'objet, et puis vous avez entre les deux cette entité intermédiaire avec laquelle beaucoup ont lutté, qui est le contenu perceptif. Je vous le dis d'emblée, vous avez un certain nombre de philosophes, Russell notamment, mais d'autres aujourd'hui, Jérôme Dokic par exemple, dans les philosophes contemporains qui travaillent à l'Institut Jean-Nicot à Paris, qui ont émis des doutes quant à la notion de contenu. Okay, donc tout le monde n'a pas acheté cette idée de Husserl, Meinong, Twardowski. Mais beaucoup l'ont retenu. Okay. Et cette première chose que je veux vous dire à ce sujet, et deuxième chose que je veux vous dire à ce sujet, pour ceux d'entre vous qui ont fait ou qui allaient faire de la philosophie du langage, vous allez voir, vous avez vu que chez Frege, il y a une distinction centrale entre le sens d'une expression et sa référence. La référence, c'est l'objet dans le monde dont parle l'expression, et le sens de l'expression, c'est ce que Frege appelle le mode de dénotation de l'objet. Eh bien, en première approximation, encore une fois, le contenu, c'est proche de ce que Frege appelle le sens. C'est la manière dont l'objet est présenté. D'accord ? Donc, il n'y a pas simplement votre perception et ce que vous voyez, il y a la manière dont l'objet vous est présenté, en plus. Donc, le contenu, là je me répète, ça ne peut pas être un intermédiaire perceptif dans le sens un voile entre nous et le monde extérieur. C'est ce que Husserl décrit comme un mode de présentation de l'objet ou aussi parfois un aspect de l'objet. Ça implique que différents actes mentaux, différentes expériences peuvent avoir le même mode, par exemple le mode de perception visuelle, le même objet, par exemple Maël, vu que c'est aujourd'hui notre objet avec Vladimir, mais différents contenus. Okay. Est-ce que vous arrivez à penser à des cas où vous voyez la même chose par le même... vous voyez, j'ai dit, donc par le même mode, forcément, et où néanmoins il y a différents contenus. Quelle différence il peut y avoir d'autre que des différences d'objets ? Donc tout le monde voit Maël, là. Est-ce qu'il peut y avoir, en plus du fait qu'on voit Maël, même objet, même mode intentionnel, on voit, en quoi est-ce qu'il peut y avoir différents contenus dans notre appréhension de Maël ? Vladimir ? Est-ce qu'elle peut être triste, en colère, joyeuse ? Alors, elle peut être triste, en colère, joyeuse. Pardon de parler de vous à la troisième personne, Maël. Elle est joyeuse.
Ces différences-là, c'est des différences dans l'objet. Pourquoi? Parce que souvenez-vous que pour Husserl, il y a des moments. Être triste, être joyeuse, être en colère, ce sont différents moments de Maël, au même titre que avoir des cheveux, etc. Donc ce que vous avez décrit là, c'est des différences dans notre objet, à savoir Maël. Est-ce qu'il y a d'autres? Que les accidents? Est-ce que je vous ai parlé d'accidents chez Meinong? En tout cas, je ne sais plus si Meinong utilise le terme d'accident, mais oui, vous avez peut-être raison, j'ai un doute tout d'un coup, mais en principe, oui, moment, accident, en tout cas dans l'histoire de la philosophie, quand vous entendez parler parfois de mode ou d'accident, c'est souvent pour désigner ce que Husserl va appeler des moments des propriétés particularisées. D'accord? Donc, un aspect d'un objet, mais qui est conçu métaphysiquement. Okay? Dans l'objet, il y a différentes parties inséparables. Donc je reviens à ma question. Est-ce que vous voyez, à quoi peut correspondre les différences de contenu dans notre perception de Maël? On perçoit la même chose, on perçoit de la même manière vu que c'est visuellement. En quoi est-ce qu'on peut avoir des différences dans nos perceptions, Justine? Oui, alors ça pourrait, donc si on prend juste imagination, okay, on pourrait dire on peut voir Maël, on peut imaginer Maël. Mais là, je vais vous dire, en fait, vous avez changé le mode perceptif ici, le mode d'appréhension. Okay, on avait voir, comme ça, puis on avait imaginer. Maintenant, j'imagine. Okay, donc là, c'est une différence de mode. Donc je vous demande une différence qui soit ni de mode ni d'objet. Vladimir me répond en me donnant une différence d'objet. Vous me donnez une différence de mode. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme différence? Je vous le dis pour pas qu'on perde trop de temps. Une différence qui va beaucoup intéresser Husserl, c'est le fait que Maël me paraisse à moi être à une certaine distance de moi, tandis que à vous, Anastasia, elle paraît être à une autre distance. Une autre différence dans notre appréhension de Maël, c'est que moi, je vois le visage de Maël maintenant, mais je ne pense pas que Gilles, vous voyez le visage de Maël maintenant. Donc vous voyez que même si on voit Maël, il y a des différences entre nos expériences. Comment est-ce qu'on va capturer ces différences-là? Eh bien, Husserl va dire ça, ce sont des différences de contenu. On a un même objet et différents contenus. Vous voyez que c'est le même objet, même mode visuel, mais différents contenus. Alors, vous imaginez bien que ceux qui n'aiment pas le contenu, comme Russell, vont dire tout de suite à Husserl, non, en fait, ce n'est pas des différences de contenu que vous êtes en train de nous présenter. Ils vont faire la même réponse à Husserl que je viens de faire à Vladimir en disant, en réalité, on voit différentes choses, c'est des différences d'objets. Vladimir voit des parties de Maël que je ne vois pas, et je vois des parties de Maël que Vladimir ne voit pas. Donc, en fait, c'est des différences d'objets, tout ça, ce n'est pas des différences de contenu. Okay, donc, je vous dis ça, j'espère pas semer le trouble, au contraire, je vous introduis la notion de contenu avec le débat qu'elle soulève, qui est de savoir s'il y a vraiment des différences de contenu qui ne sont pas des différences d'objets. Ceux qui n'aiment pas le contenu, les Russelliens, vont dire toute différence de contenu, c'est une différence d'objet. La différence que nous avons tous de la perception de Maël, c'est que nous voyons différentes parties de Maël. Nous voyons des moments différents de Maël, ou des morceaux, pardon, Maël, c'est l'expression de Husserl, c'est pas moi, des morceaux différents de Maël, okay, des parties séparables. Mais Husserl ne pense pas. Hein, j'ai Husserl et Russell. Vous voyez bien la différence. Husserl 2S, Russell 2L. Et aussi 2S. Donc, pour Husserl, il y a une différence de contenu. Je vais vous en donner une dans un instant qui va marcher très bien. Enfin, qui est peut-être la différence la plus prégnante. Dernière chose que je veux vous dire sur le contenu, c'est que moi, quand j'ai rencontré cette notion, je me suis tout de suite dit, et peut-être vous avez le même doute, quelle est la différence finalement entre le contenu intentionnel et le mode intentionnel dont je vous ai parlé là? Quand je vous ai parlé du mode intentionnel qu'introduit Brentano, eh bien, pour décrire le mode intentionnel, on utilise cette expression manière de, typiquement. Mode de, façon de percevoir un objet. Et maintenant, quand on introduit le contenu, on utilise des locutions qui sont exactement similaires. On dit manière dont l'objet nous est présenté. Donc, quelle est la différence entre le mode intentionnel et le contenu intentionnel? Ça, c'est un autre type d'objection qui presse contre l'existence du contenu. Autrement dit, vous avez d'un côté, le contenu doit se justifier de ne pas être une différence d'objet,
et de l'autre côté, il doit justifier de ne pas être une différence de mode intentionnel. Alors, quelle est censée être la différence? J'essaye de vous faire mettre le doigt dessus, même si je dois dire qu'elle est dure à décrire précisément, mais le mode intentionnel, vous pouvez y penser comme différentes manières dont nous appréhendons l'objet. Donc, les différences de mode intentionnel, si vous voulez, c'est des différences dans notre tête. On a différentes manières de nous rapporter à un objet extérieur. On peut le voir, on peut l'entendre, on peut le désirer, on peut l'aimer, on peut le détester, on peut le regretter, on peut l'imaginer, on peut s'en souvenir, etc. Tout ça, c'est différentes attitudes que nous prenons vis-à-vis de l'objet extérieur. Tandis que le contenu, c'est la manière dont l'objet nous est présenté. Le contenu, il est plus du côté de l'objet que du côté de nos attitudes. Okay. Ce n'est pas malgré tout une propriété de l'objet, mais Husserl dit que c'est un aspect de l'objet. Bien, alors, Husserl, lui, il veut tout ça à la fois. Il veut des différences de mode intentionnel, des différences de contenu intentionnel, des différences d'objet intentionnel. Il accepte ces trois aspects du schéma intentionnel, acte, contenu, objet. Je vous donne l'exemple maintenant qui est resté célèbre, mais qui est sans doute un des cas les plus clairs de différence de contenu. C'est l'exemple du lapin-canard. J'espère que vous voyez tous le canard et que vous voyez tous aussi le lapin. Okay. Vous avez les deux à chaque fois? Ce qu'on appelle un changement d'aspect. Hein. C'est pour ça que Husserl va parler de changement aspectuel. Soit vous avez un canard qui est sur le dos, qui regarde le ciel, soit vous avez un lapin qui est couché sur l'eau, c'est un peu bizarre, et qui regarde par là, hein, dont le bec et le bec du canard constituent les oreilles du lapin. Donc vous avez ce que dit Husserl ici, c'est que vous avez un même objet perceptif, mais différents contenus. Okay. Vous voyez cet objet comme un lapin ou comme un canard. Ça, c'est un exemple de différence de contenu. C'est le même mode, c'est la perception visuelle, c'est le même objet, je n'ai pas changé ce qu'il y avait au tableau, et il y a quand même une différence dans l'expérience, et c'est typiquement une différence de contenu. Okay. Ça, c'est pour vous essayer de vous faire mettre le doigt sur ces différences-là, qui ne sont ni des différences de mode, ni des différences d'objet. Pour l'instant, je suis juste à introduire la notion de contenu, et maintenant, je vais lui donner un peu de corps avec la manière dont Husserl va développer ça, et vous allez voir que ça le conduit à une théorie très intéressante de la perception, qui pose évidemment des problèmes, comme toute tentative théorique, mais ça ne veut pas du tout dire qu'elle ne mérite pas toute notre attention et qu'elle ne contient pas une importante part, au moins, de vérité. Cette notion de contenu, donc, qui est un peu élusive, comme je viens de vous dire, eh bien, Husserl va essayer de lui donner corps en disant « Moi, je pense que le contenu, il peut être décrit en termes de sensation. » Et il va essayer de donner une définition de sensation, ou une caractérisation plutôt des sensations, qui est tout à fait intéressante. Donc les contenus perceptuels, pour Husserl, ils ont des parties. Donc la table ici, elle a des parties séparables, les morceaux, des parties inséparables, les moments. Mais le contenu perceptuel de ma perception de la table a aussi des parties, et les parties du contenu sont ce que Husserl appelle les sensations. Alors là, vous pourriez dire « Ah, mais s'il y a des sensations, en fait, c'est qu'il nous refait du Locke, il nous refait du réalisme indirect. Ce qu'on voit, c'est des sensations. » Mais Husserl dit « Non, nous ne voyons pas les sensations. Elles sont présentes dans la perception, mais on ne les voit pas. » Bigre, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, vous allez voir que ça va s'éclairer très bien. Enfin, au moins jusqu'à un certain point. Je ne vois pas de sensations de couleur, dit Husserl, mais des choses colorées. Je n'entends pas des sensations sonores, mais le chant du chanteur. Donc on ne voit pas les sensations. Ça, c'est la raison pour laquelle Husserl, on ne peut pas lui reprocher, en introduisant le contenu dont les parties sont les sensations, de rejoindre le réaliste indirect. Ce n'est pas comme un écran où on verrait d'abord les choses sur l'écran avant de se demander ce qu'il y a derrière. Que sont les sensations? Eh bien, c'est ni l'acte de sentir, ni ce qui est senti. Ça, c'est ce que dirait Brentano, Russell, Moore, ce qui analyserait la notion de sentir en termes de schéma intentionnel. Les sensations sont ni des actes, ni des objets. L'idée que Husserl utilise des sensations, elle remonte au philosophe Thomas Reid,
que vous avez déjà étudié pour certains d'entre nous, que vous allez étudier quand on étudiera Kant, pas l'année prochaine, mais dans 2 ans. Les sensations, pour Reid, sont des entités qui sont mentales, qui ne sont pas intentionnelles, autrement dit, elles ne sont pas dirigées vers des objets autres qu'elles, mais elles doivent être interprétées pour arriver aux perceptions. Elles suggèrent des perceptions. On va essayer d'expliquer ça, mais je vous dis d'abord les choses telles qu'elles sont présentées par Husserl. Donc, on a cette notion de contenu perceptif qu'on lutte un peu pour caractériser positivement. Et Husserl arrive avec une proposition simple, il dit le contenu, il est fait de sensations. Qu'est-ce que sont les sensations ? C'est des choses qu'on doit interpréter pour percevoir les choses extérieures. Mais ce n'est pas des choses qu'on voit. Vous voyez qu'il est en train il s'approche du réalisme indirect, mais il essaye d'éviter le réalisme indirect. Alors, on va parler d'exemples maintenant. À chaque moment perçu, dit Husserl, correspond une sensation. Alors, on va voir qu'il va introduire une exception après, qui est un cas intéressant. Mais pour l'instant, on retient ça. Il y a donc aussi des sensations relationnelles, puisqu'on perçoit aussi des moments relationnels, le fait que la table est à côté de l'autre table. En vertu de ça, les termes couleur, rugosité, forme, etc. sont ambigus, soit ils désignent des propriétés objectives de l'objet, à savoir des moments, soit ils désignent des sensations. Okay. Donc, quelle est la différence entre, si c'est le cas, entre les sensations, qui ne sont pas dans l'objet, qui ne sont pas non plus du côté de l'attitude, mais qui sont dans ces limbes entre les deux, et les moments de l'objet? Eh bien, un des phénomènes qui intéresse Husserl, on va en mentionner 2 aujourd'hui, c'est le phénomène de la constance perceptive. Vous voyez tous ici sur cette image, qui est parfaitement à propos, puisque le tournoi vient de commencer, une balle de tennis uniformément jaune. Presque uniformément jaune, parce qu'il y a le joint en caoutchouc ici qui est blanc. Okay. Pourtant, dit Husserl, vous faites aussi l'expérience du fait que cette balle est ombragée ou illuminée de différentes manières. Il y a plus de lumière ici que là. Il y a une différence de lumière là. Ça ne vous empêche pas de voir que la balle est entièrement jaune. Donc d'un côté, vous faites l'expérience d'une différence sur la balle, mais cette différence ne vous conduit pas à dire « Ah, mais c'est une balle qui est claire en haut et qui est foncée en bas ». Ça, c'est un phénomène de constance perceptive. Quand vous percevez les choses, les ombres, typiquement, les différences d'illumination, vous les appréhendez, mais vous les utilisez pour récupérer la vraie couleur des objets, pour percevoir la vraie couleur des objets. Okay. Ces différences-là, c'est des différences de sensation pour Husserl. Okay. Autrement dit, les variations de couleurs que vous notez, ça, c'est les sensations. Les couleurs constantes, ça, c'est l'objet de votre perception. Vous pouvez penser aux sensations en vous disant, c'est ce que vous voyez si vous regardez le monde en peintre. Regarder le monde en peintre, ça veut dire faire attention à des choses auxquelles vous ne faites jamais attention, auxquelles on ne fait pas attention, et auxquelles c'est très bien de ne pas faire attention. On ne se focalise pas sur les ombres, on ne se focalise pas sur les variations de couleurs dues à la lumière, on ne se focalise pas sur les reflets. Ces choses-là, on en fait l'expérience, mais pour arriver aux choses qui nous intéressent. D'accord ? Donc, ces variations-là, dit Husserl, ça correspond aux sensations. Vous avez d'autres variations qui correspondent aux sensations. Et une fois que vous avez ça, vous en avez tout un tas. Ce que Husserl va appeler des Abschattung. Autre exemple qu'il donne, vous avez un son qui se rapproche. Okay. Vous êtes sur le bord de la route, par exemple, vous avez une voiture qui passe. Ça, c'est ce que vous entendez. Vous n'avez pas l'impression, quand vous entendez ça, d'avoir quelque chose qui est resté au même endroit, qui s'est mis à faire de plus en plus de bruit, puis qui a fait de moins en moins de bruit. Directement, vous avez l'impression qu'il y a un objet qui est passé devant vous, qui s'est déplacé. Autrement dit, vous n'interprétez pas la variation du son comme une variation de puissance du son, mais d'emblée, vous vous dites que c'est un objet qui émet toujours la même quantité de décibels, mais simplement qui se déplace. Ça, pour Husserl, c'est ce que vous percevez directement. Vous percevez, à l'aide de votre audition, un objet qui se déplace. Mais votre sensation, vos sensations plutôt, elles marquent des différences de niveau sonore. Ce n'est pas ça que vous entendez. Vous entendez qu'un objet qui émet le même son se déplace. Dernier exemple, vous vous déplacez par rapport à un objet.
je ne sais pas, vous êtes en ville, puis vous voulez vous rapprocher vous êtes à Paris, vous vous rapprochez de la Tour Eiffel. Toutes les perspectives que vous avez sur la Tour Eiffel, la quantité de votre champ visuel qu'elle occupe, tout ça change tout le temps. Mais pour autant, vous n'avez pas l'impression que c'est l'objet qui change. Donc vous percevez la Tour Eiffel, que vous soyez à 100 mètres, à 50 mètres, à 30 mètres, ou que vous soyez en dessous et que vous regardiez au-dessus de vous. C'est le même objet que vous percevez. Et ces variations de distance, de votre mouvement par rapport à l'objet, ne sont pas attribuées à l'objet. Ça, c'est un grand problème pour les théoriciens de la perception, pour les théoriciens empiriques cette fois, pour les psychologues de la perception ou pour ceux qui veulent faire en sorte que les robots perçoivent ce qu'il y a autour d'eux, c'est de comment est-ce que notre système perceptif fait la différence entre notre mouvement et le mouvement de l'objet. Dès que vous vous déplacez, il y a tout qui bouge dans votre champ visuel. Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'impression que vous avez? L'illusion du train d'à côté qui part, ou en fait c'est vous qui partez, heureusement qu'on ne l'a pas tous les jours dans la perception. Heureusement que notre système perceptif marche très bien pour faire la différence entre notre mouvement et le mouvement des choses autour de nous. Si je bouge maintenant, je n'ai pas l'impression que c'est vous qui partez par là. D'une manière ou d'une autre, et ce n'est pas juste que je sais que ce n'est pas vous qui partez par là, c'est que je vois que vous êtes constant et que c'est... Enfin, ce n'est pas que je vois, c'est je fais l'expérience que vous êtes constant et que c'est moi qui bouge. Ça, c'est dû à des différences de sensation. C'est l'idée de Husserl. Donc, vous voyez, ce que vous percevez directement dans ce cas-là, c'est la constance et les objets extérieurs, et les sensations vous donnent des indications sur quelle est cette constance, quelle est la vraie localisation des objets. Donc, ces sensations, elles varient, mais votre objet, lui, ne varie pas. Donc, ça, c'est des cas où les sensations varient et où l'objet reste constant. Oh là, mais c'est déjà si tard là. Je vous donne deux exemples intéressants. Vous avez des cas où c'est l'inverse, où c'est les sensations qui restent constantes, pardon, c'est les objets qui varient et c'est les sensations qui sont constantes. Vous connaissez peut-être cette illusion, enfin, ce n'est pas une illusion en fait. En un sens, c'est une illusion, mais Husserl dirait que ce n'est pas une illusion, parce que tout ce que vous percevez est juste. Donc vous êtes bien d'accord que la case A est noire, alors que la case B est blanche, ici. C'est pas un échiquier tout à fait, mais sur ce damier. Ouais. Et bien pourtant, dirait Husserl, parce qu'il n'a pas pris ce cas-là, au niveau des sensations, A et B ont exactement la même couleur. Vous n'arrivez pas à y croire. Vous vous dites non, moi je vois bien que A et B ont une couleur différente. Ben, je vais vous montrer qu'ils ont exactement la même couleur au niveau des sensations. Tout ce qu'on a fait là, c'est qu'on a juste coloré la diagonale. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en principe, vous vous rendez compte que c'est exactement la même, si vous avez une mesure de colorimétrie, c'est exactement la même couleur que vous avez sur B, que vous avez sur A, ici. D'accord ? Mais simplement, votre système visuel, parce qu'il y a une ombre, parce que vous savez que c'est un échiquier intercalé, parce que vous savez, parce qu'il y a une régularité d'échiquier de briques de tuiles intercalées blanches et noires, et bien d'emblée, vous interprétez ça comme ayant une couleur différente. Mais en réalité, A et B, si vous faites abstraction de tout le reste, ont exactement la même nuance de couleur. Vous n'arrivez même pas à le voir. Ouais, c'est ça qu'il faudrait faire, exactement, supprimer le reste. Et si vous supprimez le reste, c'est la même nuance de couleur. Ça, c'est nos sensations. Et c'est pour ça que Husserl dit nos sensations, on ne les voit pas. D'accord ? Notre système visuel interprète ça et nous donne directement la bonne réponse, que A est noir et B est blanc. Mais en réalité, les sensations intrinsèques à A et B, enfin les sensations qui correspondent au moment intrinsèque à A et B, sont les mêmes. Je vous donne un autre exemple. Je ne sais pas si ça marche parce que j'ai eu du mal à... c'est la même chose en fait. Hein. Vous avez une robe bleue et noire ici, puis vous avez une robe jaune et blanche ici. Et regardez, la couleur qui est noire ici, elle devient jaune, alors que c'est exactement la même couleur quand vous la passez là. D'accord ? Il n'y a pas eu de changement intrinsèque de la chose. Vous avez compris ou pas? Non. Regardez, la couleur noire ici, okay, ça c'est noir. On prend cette couleur, on la transpose ici, exactement la même, du côté ombré de cette robe-là, et vous êtes d'accord que ça c'est jaune ici. Mais quand vous déplacez le noir de droite vers le jaune, en réalité vous vous rendez compte que c'est exactement la même teinte. Pardon, je vous la remets.
On prend le noir, et vous voyez que c'est le jaune de la robe de droite. Donc le noir illuminé de gauche est la même chose que le jaune à l'ombre de droite. Ça, c'est la nuance intrinsèque, mais vous ne le voyez pas. Maintenant, on voit ce qui se passe, d'accord? Mais c'est qu'il y a des sensations ici qui ne sont pas vues, mais Husserl dira un peu plus tard qu'elles sont simplement co-vues. Ça fait partie des choses qui sont présentes à l'expérience, mais sans que ce soit ce qu'on voit. Attendez, c'était pas ça que je voulais faire, et on avance. OK. Donc, on a ces sensations auxquelles on ne prête pas attention, qui de temps en temps sont très variables. C'est la plupart du cas. Tout bouge quand vous bougez. Il y a des variations de couleurs dans tous les sens, et vous allez directement à ce qui est constant. Peu de choses bougent, les choses ont des couleurs stables. Okay. Mais vous avez aussi parfois l'inverse. Parfois, vous avez une grande homogénéité des sensations, mais une grande variété des choses que vous voyez. Percevoir, dit Husserl, c'est interpréter les sensations. Ce n'est pas faire des inférences sur la base des sensations, c'est là où la distinction avec le réalisme indirect peut sembler ténue, mais c'est que vous avez un certain nombre de sensations et en les interprétant, vous percevez directement, dit Husserl, l'objet extérieur. Okay. Les sensations, autrement dit, interpréter les sensations, ça vous permet de remonter aux déterminations objectives de l'objet, la constance de leur couleur, typiquement. Okay. Cette interprétation, Kant insiste, elle n'est pas conceptuelle. Husserl insiste contre Kant, elle n'est pas conceptuelle. Ce n'est pas qu'on applique des concepts à ce qu'on voit pour savoir que l'objet a une couleur constante. Vous voyez que les choses ont une couleur constante. Ce n'est pas juste qu'on vous le dit, c'est que vous voyez qu'en dépit des variations de luminosité, d'ombrage, ces choses ont la même couleur. Donc ce n'est pas des concepts qui font ça, ce n'est pas juste un jugement. Autrement dit, vous n'êtes pas dans une situation où vous avez l'impression que tout varie, tout bouge, et où simplement vous savez que les choses sont en place. Donc vous avez l'impression, quand vous vous déplacez, que les choses autour de vous sont au même endroit. Donc une sensation interprétée, dans la théorie de Husserl, c'est une manière de voir. Qu'est-ce que c'est qu'une manière de voir un objet? C'est interpréter une sensation de manière à retrouver les propriétés objectives de l'objet. Donc ça, c'est en accord avec sa notion de contenu perceptif comme aspect ou comme constitué par des sensations. Donc cette variation des sensations, je vous donne, on a vu 3 cas qui sont importants, enfin au moins 3 cas. Premier cas, elle vous permet de récupérer, même dans une image fixe, comme l'image que vous avez maintenant sur la table ou sur ce tableau. Je ne sais pas comment vous voyez certainement un reflet sur le tableau. Pour moi, le reflet, il est là, mais indépendamment de ce reflet, on voit que le tableau, il est uniformément vert, en dépit du fait qu'il ne soit pas parfaitement propre. Mais ça, c'est le premier cas, où en dépit des variations de sensations, vous arrivez à récupérer, à interpréter ces sensations pour voir une couleur uniforme. Le second cas, vous bougez par rapport à un objet, et vous n'avez pas l'impression que c'est l'objet qui bouge. Vous vous dites que l'objet est resté à sa place. Et vous réidentifiez l'objet à travers vos différentes localisations. C'est toujours le même objet que je vois quand je tourne autour. Donc ça, c'est une sensation qui varie, objet constant. Et puis il y a un troisième cas que Husserl étudie dans le détail, et qui est très intéressant, qui est, c'est presque la dernière chose que je veux... Ouais, j'ai encore une chose après à vous dire sur l'illusion et on termine. Qui est comment est-ce qu'on perçoit la face cachée des objets. Quand je vous prenais l'exemple tout à l'heure de Maël, en disant il y a des différences entre la manière dont vous et moi voyons Maël, il y a des parties de Maël que je vois que vous ne voyez pas, son visage. En tout cas pour ceux d'entre vous qui êtes au fond de la salle. Husserl pose une question très intéressante qui a été rarement soulevée en philosophie de la perception, c'est comment est-ce qu'on accède aux parties cachées des objets, comment celles-ci nous sont présentées. Et la première chose que dit Husserl, c'est qu'on a un accès à la partie cachée des objets. Okay. Donc là, je vois Jessica qui me regarde. Si jamais je tournais autour de Jessica et qu'elle était complètement creuse, aucune épaisseur, ce serait une surprise incroyable. D'accord ? Et pas juste une surprise, va dire Husserl, parce que je sais que Jessica est pleine, qu'elle est tridimensionnelle, mais aussi parce que perceptuellement, je m'attends à ce que si je tourne autour de Jessica, elle ait des contours entiers. Okay ? Comment est-ce qu'on connaît ça, dit Husserl ? C'est un philosophe descriptif, il veut savoir comment, dans votre expérience, à un certain moment, vous avez cette impression-là.
il envisage 3 hypothèses. La première hypothèse, qu'il va rejeter, puis il va en proposer une 4e. La première hypothèse, c'est que avoir l'impression que l'objet entre vous a des parties cachées, c'est vous attendre à voir ces parties si vous bougez autour de cet objet. Okay. Assez intuitif. Et pourtant, Husserl dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que s'attendre à, c'est diriger vers le futur. Et moi, j'ai maintenant l'impression que Jessica, elle a aussi des parties pleines si je suis à l'arrière. Donc, vous n'avez pas besoin de vous projeter dans une... Il dit c'est trop lourd de faire ça. Vous n'avez pas besoin, pour savoir qu'un objet est plein, a des parties cachées, de vous imaginer tourner autour dans le futur. Ça doit être plus simple que ça. Quoi d'autre alors? Deuxième solution, peut-être que c'est le cas simplement que je juge que Jessica a des parties cachées. Ça, c'est la position de George Edward Moore. Et Husserl dit, non, ça ne marche pas non plus. Pourquoi? Parce que juger, c'est conceptuel, c'est comme la perception propositionnelle. Et moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de concept pour savoir que les objets ont des parties cachées. Un animal, un jeune enfant, des êtres qui n'ont pas de sophistication conceptuelle ou peut-être aucun concept sont néanmoins capables d'avoir l'impression que certains objets ont des parties cachées. Troisième solution que envisage Husserl, c'est de dire mais on imagine que les objets qu'on voit ont des parties cachées. Et là, il a une très belle réponse, qui est peut-être la plus convaincante, en tout cas plus convaincante que la première. Il dit non, ça ne peut pas être ça non plus. Parce que maintenant, imaginez Jessica. Fermez les yeux, imaginez Jessica. Même dans votre imagination, vous faites la différence entre les parties apparentes et les parties cachées de Jessica. Okay. Donc si vous pouvez faire cette différence-là dans l'imagination, c'est que ce n'est pas l'imagination qui fait la différence entre les parties apparentes et les parties cachées. Okay. Donc, imaginez une maison. Dans la maison que vous imaginez, il y a une face de la maison imaginée qui est apparente et une autre face qui n'est pas apparente. Donc, ce n'est pas le fait d'être imaginé qui est la marque du fait d'être caché. Okay. Donc, comment est-ce qu'on fait pour capturer cette distinction? Première chose que va dire Husserl, c'est la face cachée des objets, elle est vue, littéralement vue. Quand vous voyez Jessica, vous voyez des parties cachées de Jessica. Mais il y a une différence entre les parties des objets que vous voyez qui sont authentiquement apparentes et celles qui ne sont pas authentiquement apparentes. Quelle est cette différence? Eh bien, les parties qui sont authentiquement apparentes, elles sont basées sur des sensations. C'est là où on retrouve les sensations. Okay. Ces sensations qui sont constitutives du contenu, les parties apparentes de Maël, pardon, je n'arrête pas de changer entre Jessica et Maël, les parties apparentes de Maël, elles m'apparaissent parce que j'interprète certaines sensations. Okay. En revanche, les parties cachées de Maël, elles ne sont basées sur aucune sensation que j'interprète. Il n'y a aucune sensation qui correspond à ces parties cachées. Et c'est pourquoi les parties inapparentes, même si elles sont vues, elles ne sont vues que de manière inauthentique, dit Husserl. J'ai oublié le terme allemand qu'il utilise. Donc, différence partie apparente, partie cachée. Les deux sont vues, mais seules les parties apparentes ont des sensations qui leur correspondent. Autrement dit, ont un contenu qui leur correspond. Bien. Voilà, c'est bien, j'arrive à la fin. Deux dernières choses que je veux vous dire rapidement. Celle-ci, c'est rapide, et puis je passe un petit peu plus de temps sur la dernière diapo avant de vous parler de l'examen. Une des choses sur lesquelles insiste énormément Husserl, et là aussi il est pionnier, et là aussi il est dans un sens anti-humien, c'est de dire que cette différence entre la perception des parties pleines, ou des parties apparentes et des parties cachées, elle est essentiellement liée au caractère dynamique de la perception. Pour Husserl, c'est une erreur, et c'est ce que vont dire après lui tous les théoriciens de la Gestalt, de la psychologie des formes, c'est une erreur de penser à la perception comme un instantané. Vous prenez une photo, bing, maintenant, et ça, c'est ce que vous voyez à un moment. La perception, elle est essentiellement dynamique. Okay, vous vous déplacez dans l'espace, dans le temps. Les objets se déplacent. Donc,
il y a eu différents termes péjoratifs utilisés par les théoriciens de la Gestalt inspirés par cette idée-là. Je crois qu'il y en a un qui parle de tachytoscopie, c'est de dire cette idée que la perception, c'est juste la somme d'instantanés et de points très locaux. Okay, chez Jung, vous avez ça, vous avez juste petites apparitions de points, vous mettez tout ça ensemble, ça vous fait une perception globale. Husserl dit pas du tout. La perception, à la fois dans l'espace et dans le temps, elle est essentiellement globale. Vous pouvez pas, c'est pas comme si c'était une somme de parties. Okay, si vous voulez, c'est un peu la même question que vous avez en ontologie sociale sur est-ce qu'un groupe, c'est une somme d'individus. Ah non, il y a quelque chose différent dans un groupe qu'une somme d'individus, parce qu'il y a des individus qui peuvent disparaître et le groupe rester. Eh bien, dans la perception, c'est pareil. Okay, c'est cette même idée holistique, on dit parfois, du tout. Le tout ne peut pas être réduit à la somme de ses parties instantanées ou locales. Donc ça, c'est une première grande idée de Husserl, et ça le conduit à cette intuition importante, enfin cette thèse importante, qui est que, je vous disais ça précédemment, si vous avez cette conception très pauvre et statique de la perception, vous êtes nolens-volens, contre bon gré mal gré, conduit à l'idée que ce que vous voyez, c'est privé, c'est dans votre esprit. C'est seulement si vous avez une conception de la perception dynamique et holiste dans l'espace que vous pouvez dire on voit Vladimir. Et on ne voit pas une image de Vladimir. On ne voit pas des points de couleur qui sont dans notre esprit quand on voit Vladimir. Donc vous voyez cette idée, il partage le mouvement de Hume de dire il faut partir d'une description de la perception, mais si on fait bien la description de la perception, elle va être beaucoup plus compliquée et riche dans son contenu et dans son objet que ce que dit Hume, et c'est ça qui va nous permettre d'éviter la thèse selon laquelle ce qu'on voit, c'est dans notre esprit. Parce que vous voyez bien que sur les constances de couleur, par exemple, vous ne voyez pas juste des variations. Sur la position de Vladimir, vous ne voyez pas juste des variations. Et tout ça, vous voyez, quand vous bougez, je veux dire, vous voyez qu'il y a un objet qui est au même endroit. Tout ça, c'est possible si vous avez cette conception dynamique de la perception. Donc vous pouvez vous dire en deux mots, je clôt là-dessus, on enrichit la perception, et grâce à cet enrichissement de la perception, on évite le réalisme indirect et la théorie moderne des idées. Okay, ce qu'on voit est beaucoup plus compliqué, riche, fin, que simplement une mosaïque de points à un instant à différents endroits. Ok, ça c'est ma toute dernière diapo. Je reviens pour terminer à la question par laquelle j'ai commencé ce cours aujourd'hui, qui est que voit-on dans des cas d'hallucination ? Encore une fois, on a cette idée générale qu'il faut articuler la description des phénomènes psychologiques avec la métaphysique. Je sais ce qui se passe quand je vois Anastasia, je suis dans une relation intentionnelle avec un objet. Maintenant, on voit que pour Husserl, c'est très complexe, mais c'est parfaitement descriptible. Anastasia elle-même, elle est constituée de différents moments, de différents morceaux, parties séparables. Moi-même, quand je perçois Anastasia, j'ai tout un ensemble de sensations qui me permettent d'arriver aux caractéristiques stables et fixes d'Anastasia, y compris à ces autres caractéristiques qui changent. Donc tout ça, c'est la description de la perception. Qu'est-ce qui se passe si j'hallucine Giacomo, qui n'est pas là aujourd'hui? Okay, j'hallucine Giacomo. Quel est l'objet de mon hallucination maintenant? J'ai l'impression qu'il est assis là, comme à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que je vois dans ces cas-là? Donc, Meinong, je vois une entité non subsistante. Brentano, je suis juste un voyeur de Giacomo. Il n'y a qu'une chose, c'est moi. Et Husserl va introduire l'idée, qui va avoir une répercussion importante dans la philosophie de la perception, que dans ces cas-là, j'ai une expérience qui a un contenu, mais qui n'a pas d'objet. Okay. Il va introduire l'idée que dans ces cas-là, le contenu, donc le contenu c'est les sensations, c'est ce que je dois interpréter pour avoir l'objet, le contenu manque sa cible, pour reprendre une expression qu'utilisera Searle plus tard au XXe siècle, mais qui est peut-être sans le savoir influencé par Husserl. Le contenu manque sa cible, donc c'est comme si le contenu, ça donne une direction à votre perception, c'est-à-dire je vais essayer d'attraper Giacomo qui est là, mais boum, la flèche tombe à côté. D'accord ? Donc c'est une perception qui est sans objet, là-dessus il est d'accord avec Brentano, mais ce n'est pas juste qu'il y a moi comme penseur de Giacomo ou comme expérimenteur de Giacomo, il y a moi, il y a mon contenu perceptif, mais ce contenu manque sa cible. Okay ? Alors, c'est une manière de dire les choses qui est
qui est évidemment métaphorique, mais en tout cas, rien ne correspond à ce contenu. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, si vous avez ça, vous avez une solution qu'on appelle conjonctiviste. Pourquoi conjonctiviste? Parce qu'il y a un facteur commun entre mon expérience véridique de Giacomo et mon expérience hallucinatoire de Giacomo. Ces deux expériences, elles ont le même contenu. Okay. Le contenu, ce n'est pas ce que je vois. C'est jamais ce que je vois, le contenu. C'est ce par quoi je vois. Okay. Ces deux expériences ont un facteur commun. C'est pour ça qu'on parle de conjonctiviste. L'expérience véridique et l'expérience hallucinatoire partagent un même noyau, c'est le contenu, mais ce contenu échoue à attraper un objet dans le cas de l'hallucination. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle le conjonctiviste, et ça s'oppose, je termine là-dessus, au disjonctiviste. Le disjonctiviste, vous vous souvenez, c'est la thèse qu'on a attribuée au dernier Brentano, qui dit, dans les cas de perception véridique, ma perception, c'est vraiment une relation intentionnelle. Il y a deux choses. Il y a Anastasia, il y a moi, il y a une relation intentionnelle entre Anastasia et moi. Et dans les cas de perception, d'hallucination, l'intentionnalité, c'est juste pas du tout une relation. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus rien en commun. Si vous êtes un disjonctiviste, vous ne dites pas qu'il y a un contenu commun entre la perception véridique et la perception hallucinatoire ou l'hallucination. Vous dites que c'est deux choses complètement différentes qui ont l'air d'être les mêmes, mais en fait, elles n'ont pas d'éléments communs. Tandis que ça, c'est le disjonctivisme. Si vous êtes un conjonctiviste, vous pensez que les deux cas partagent un point commun, c'est d'avoir un même contenu perceptif. Okay. Là, je vous ai introduit en deux mots, trop rapidement sans doute, cette distinction qui a fait couler beaucoup d'encre et sur laquelle travaillent un grand nombre de philosophes de la perception aujourd'hui, entre le conjonctiviste et le disjonctiviste. Ce que vous devez retenir, c'est que grâce à la notion de contenu intentionnel, introduite par Husserl, ou en tout cas largement développée par Husserl dans le cas de la perception, vous avez cette troisième option qui consiste à dire je suis ni disjonctiviste avec Brentano, ni meinongien avec Meinong, évidemment, mais je pense que dans les deux cas, la perception et l'hallucination ont un contenu, mais dans un des cas seulement, le contenu attrape un objet extérieur. Ça, c'est le cas de la perception. OK. Je ne conclus pas plus qu'en vous mettant cette belle diapo qui m'a donné beaucoup de mal avec toutes les... Enfin, c'est pas toutes, c'est pas exhaustif, mais au moins ça vous aide pour commencer vos révisions ou pour faire une synthèse. J'espère que ça vous aide. Les points principaux qu'on a vus sur ces trois auteurs avec quelques thèmes transversaux, évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais ça vous aide peut-être à hiérarchiser un peu les choses. Et puis, je vous présente en 2 minutes, et puis vous me dites ensuite, évidemment, si vous avez des questions, comment fonctionne l'examen. L'examen, comme il est très standard, je vous donne... Il est en 2 parties. Vous avez... Première partie, vous devez répondre à 4 questions sur 6 qui vous sont proposées. Chacune de ces questions est notée sur 1. Ce sont des questions courtes. Deuxième partie, vous devez répondre à une question sur 2 qui vous sont proposées. Ce sont des questions longues qui demandent un développement de votre part. Et ça, c'est noté sur 2. Okay. Mes conseils pour l'examen, c'est de reprendre dès maintenant le cours, mémoriser, lire des textes que je vous ai mis en ligne, lire des textes qui sont sur les diapos, connaître ces choses de l'intérieur pour éviter tout contresens et pas avoir l'impression que ces choses vous sont parachutées dessus sans que vous ayez une familiarité de première main avec ces textes. Essentiel de lire en philosophie et en particulier en histoire de la philosophie. Mon deuxième conseil, c'est d'aller, si vous ne l'avez pas fait, regarder la séance qu'on donne au début de chaque semestre, qui est en ligne sur le site de l'Institut, avec les grands conseils pour écrire un travail de philosophie, qui valent en particulier pour la question longue. Il y a 3 outils qui sont indispensables, je vous les rappelle juste. La lampe frontale, c'est pour la clarté, vous devez écrire de manière limpide. Je ne veux pas devoir me casser. Déjà, écrire bien à la main, appliquez-vous, mais écrire bien dans le style des phrases courtes, pas de termes techniques qui ne sont pas définis, pas d'appel à des auteurs en faisant comme si on était copains puis qu'on se disait on sait tous ce que veut dire Kant. Non, parlez-moi comme un imbécile qui n'a pas suivi le cours. D'accord ? Vous m'expliquez tous les détails. Il n'y a pas de sous-entendu. Vous parlez à juste quelqu'un de suffisamment intelligent pour comprendre le français, mais quelqu'un qui ignore tout de Brentano, Meinong, Husserl et d'autres philosophes. Donc ne me dites pas des choses comme le disent la fameuse thèse kantienne transcendantale, blablabla. Non, vous me dites ce que c'est que cette thèse-là, si vous voulez parler de ça. Intentionnalité, vous définissez, etc. Donc ça, c'est la clarté.
Deuxième chose pour votre dissertation, c'est, donc pour la deuxième partie, les questions longues, c'est le fil rouge. Vous devez faire une petite introduction de quelques lignes en disant « Voilà la thèse que je vais défendre ici, voilà la démarche que je vais suivre. 1, 2, 3, je vais commencer par montrer ça, ensuite ça, et vous faites une petite conclusion. Vous ne commencez pas à rédiger des tartines sans avoir pris un peu de recul sur ce que vous vouliez faire. Vous annoncez où vous allez, et puis à l'arrivée, quand vous avez répondu, vous dites où vous êtes arrivé. La troisième chose que je vous dis dans cette séance de début d'année, qu'on vous dit dans cette séance de début d'année, c'est le ballon de rugby, c'est-à-dire de prendre l'état de l'art et de le faire avancer, mais ça c'est moins pertinent directement pour un examen, parce que ce n'est pas dans le contexte d'un examen que vous allez apporter en général une contribution originale à la recherche. Ceci étant, la dissertation, enfin ce n'est pas de la dissertation, parce que ce n'est pas du tout c'est pas ces espèces d'exercices français bizarres où on vous dit quand on vous pose une question, il ne faut pas répondre à la question, il faut trouver la problématique qui est cachée sous la question et répondre à la problématique. Je n'ai jamais compris cette histoire-là. Vous répondez aux questions qui vous sont posées. Okay, il y a une question qui vous est posée, vous répondez à la question. La dissertation, c'est pareil. Enfin, la question longue, c'est pareil. Il y a une question simple qui vous est posée. Vous devez répondre avec les éléments que vous avez en main, en mobilisant vos lectures, les éléments du cours. Mais il y a toujours une prime, évidemment, et une grande prime à ce que vous apportez. Ce que vous apportez, ça peut être un élément de perplexité, en disant là, c'est un aspect de la théorie de Meinong qui m'échappe. Peut-être il y a une difficulté pour Meinong, et voici la difficulté que j'entrevois. Prenez le risque de vous tromper, c'est beaucoup mieux de se tromper de manière intéressante que de faire le perroquet de manière ennuyeuse. Ce n'est pas un reproche de défendre quelque chose de faux, ce n'est même pas quelque chose qui vaudra contre vous de faire un contresens si ce contresens est bien motivé, s'il n'est pas l'expression d'une forme de dilettantisme ou du fait que vous avez pas bien travaillé votre texte. Si vous faites un vrai contresens clair et qu'il y a des fondements dans le texte, alors c'est parfait. Enfin, c'est pas parfait, non, mais vous aurez plus de points grâce à ça. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, peut-être juste la dernière chose que je répète, vous répondez aux questions et seulement aux questions. Okay, ça ne sert à rien de me rajouter des choses. Si vous ne savez pas la réponse, prenez une autre question. Et si vraiment vous avez épuisé tout votre joker, répondez pas plutôt que d'essayer de répondre à une autre question que celle qui vous est posée. Donc évitez les hors-sujets, à la fois sur les questions courtes et les questions longues. J'en dis pas plus parce que c'est assommant ces trucs-là. Est-ce que vous avez des questions sur les modalités de l'examen ou sur... Oui, Anastasia. Un exemple de questions simples, de questions courtes, ça peut être par exemple, je ne vais pas griller mes jokers parce qu'il faut que je les fasse encore mes questions. Ah non, je les ai fait en plus, il faut que je fasse attention de ne pas les dire. Par exemple, existe-t-il, que veut dire Meinong quand il dit qu'il y a des objets dont on peut dire qu'il n'y en a pas? Okay. C'était une citation de Meinong qu'on a eu plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il peut vouloir dire? Là, ça peut être ça, ça peut être... mais il n'y a pas ça, c'est pour une question courte. Okay. Puis pour une question longue, c'est quelque chose pour la question longue, c'est quelque chose qui vous demande de synthétiser différents aspects du cours, qu'on n'a pas forcément vu tel quel. Mais c'est vous qui devez être capable de naviguer, de faire ces rapprochements et de montrer que vous savez piocher dans ce qu'on a pris différentes choses pour articuler votre pensée. Là, l'originalité attendue est beaucoup plus importante sur les questions courtes qui sont des questions de cours, typiquement. Même si vos remarques sont toujours bienvenues, mais c'est plus automatique. Sur la question longue, essayez d'articuler, de vous approprier des choses. Une manière de le faire, c'est de proposer vos propres exemples, d'essayer d'appliquer ça à d'autres théories, à d'autres cas, d'avoir lu les choses de près, de dire oui, il y a aussi ça qui n'a pas été envisagé, il y a un point de tension ici dans la théorie de Brentano sur ce sujet. Osez sur la question longue, vraiment osez et essayez de... Encore une fois, c'est plus grave de ne rien risquer que de risquer et de se tromper. Si vous faites les choses bien, en étant clair, et en cherchant à être original, en exprimant les choses, vos doutes et des idées qui vous tiennent à cœur, si vous le faites bien, c'est tout bénéfice, même s'il y aura toujours des objections. Ça va? Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. J'ai eu grand plaisir à faire ce cours avec vous. Merci pour vos questions.